parce que je vois dans les commentaires, ah mais mec, comment j'ai pu ne pas le voir? Oui, effectivement, comment avez-vous pu ne pas le voir que c'était Escanor? Je veux dire, le nom du bar, le Sweet Gluttony, bon, peut-être la référence est passée au-dessus de certains, parce que évidemment, Sweet Gluttony, c'est ma douce gloutonnerie, enfin ma douce gourmandise. Gluttony, c'est surtout en référence à Merlin, parce que dans le chapitre des vampires d'Edinburgh, que vous n'avez peut-être toujours pas vu, et putain de merde, mais ça fait 5 fois que je le dis de suite, mais qu'est-ce que vous attendez pour les lire? Mais en gros, on apprend que surtout que Escanor est en kiff sur Merlin, et donc du coup Merlin, son péché, c'est le péché de la gourmandise, donc gluttony, et donc de ce fait là, bah, My Sweet Gluttony, bah, c'est My Sweet Merlin, c'est une référence à elle, donc en gros ma douce Merlin si vous voulez. Et du coup, en plus, vous voyez son trésor sacré qui est sur le mur. Oh, merde, quoi. Donc, du coup, aucune excuse pour ça. Bref. Euh, donc, dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on a? Bah, en tout cas, on a Ban, enfin, plutôt Jericho qui porte Ban, et donc Hélène qui arrive dans ce bar, et il se demande c'est qui ce petit Gugus qui a un bar, enfin, qui a un bar déjà dans une grotte. Donc, le mec se présente comme étant un simple petit paysan, bah, un petit paysan, bon, peu importe comment il se présente, mais en tout cas, c'est un gars donc, qui tient donc ce bar tranquillement. Évidemment, nous, on sait tous que c'est Escanor. D'ailleurs, quand il voit Ban, il dit, mais toi, ne serais-tu pas le péché ne serais-tu de Fox Sin of Greed Ban. Donc le mec reconnaît directement Ban, évidemment. D'ailleurs, c'est jamais vraiment dit, en fait, parce que durant tout le chapitre, Ban a reconnu Escanor, mais à aucun moment il dit c'est Escanor, évidemment, mais nous on a compris, c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, Jericho comprend pas trop, parce que c'est pas du tout que c'est... que c'est Escanor. Mais en tout cas, le premier réflexe, surtout quand il reconnaît Ban, c'est surtout de dire que mais comment se porte Merlin, tout ça, donc c'est normal, c'est parce que c'est Escanor, il se fait du souci pour Merlin. Mais en tout cas, Escanor n'était donc pas du tout au courant que les Nanatsu no Taizai ne sont plus poursuivis. Parce que du coup c'était Jericho, donc c'est Jericho qui lui apprend que voilà c'était une sorte de coup monté par Dreyfus et Hendrickson pour faire tomber les Taizai, pour faire tomber surtout Zaratras, mais accuser les Taizai pardon de cet acte ignoble. Et donc du coup bah Escanor lui il comprend maintenant, il peut se casser, parce que je pense que si Escanor est resté donc dans ces grottes aussi longtemps, c'est surtout parce qu'il est recherché, et donc du coup dans une grotte cachée, le mec il risque rien, mais avec un petit commerce, bah tranquille. Bon déjà premier truc aussi que j'ai envie de dire, c'est Escanor est un barman. Il y a très longtemps, et à mesure qu'on découvrait les Taizai, moi je vous disais, ouais, voilà, les Taizai, pardon, excusez-moi, ouais, voilà, les Taizai, bah écoutez, ils auront chacun un rôle dans le pub, dans le bar de Meliodas. Je veux dire, je sais pas, Meliodas c'était avant le patron, le chef, c'est lui qui faisait le barman, il faisait la cuisine, il faisait tout. Ensuite, tu avais Ban qui a rejoint la team et qui est devenu le cuistot. Ensuite, tu avais Elisabeth et Diane qui un peu sont les serveuses. Enfin, Diane est surtout là pour rameuter en quelque sorte les clients pendant que Elisabeth sert. Tu avais King qui est lui le mec qui justement fait en quelque sorte le réapprovisionnement en stock. En stock de quoi? Bah de tout, de bouffe, d'alcool, enfin soit. T'avais surtout aussi Gosser qui au final est logé dans le grenier et lui il est devenu, enfin il n'est pas vraiment devenu quelque chose de spécial, mais en tout cas le mec en tout cas a pris des trucs de théâtre. Et je pense que lui et Merlin, si Merlin un jour doit agir dans le bar, en tout cas ils se chargeront du spectacle tous les deux. À mon avis c'est ça. Et maintenant on a Escanor qui se présente comme étant un barman, donc forcément que s'il doit rejoindre le Boar's Hat, et bah le nom du bar donc, et bah le mec forcément il prendra la place de Meliodas, c'est-à-dire en tant que barman, tandis que Meliodas sera qui? Bah ce sera juste le patron quoi, le patron il est là tranquille, il prend son petit verre. Bon vous allez me dire c'est un peu inutile ce que je dis là, mais je trouve que ce genre de petits trucs c'est assez kiffant. Bref, donc pour en revenir à ce chapitre-ci, on voit donc que Galan et Myrcella donc qui arrivent au bar et qui comprennent donc évidemment, sont bien au courant que Ban et les autres ont pris refuge dans ce bar. Donc ils arrivent et justement le premier réflexe de Escanor c'est avoir peur, parce que Escanor c'est un couillon, c'est un trouillard, c'est un lâche. C'est un lâche, un grand lâche. Et donc durant tout le long, en fait, on pensait qu'il allait crever, mais en fait non. Galan, il est de bonne humeur parce qu'il sait où se trouve Ban. Il pourrait couper les autres, enfin, il pourrait tuer la bande de 3 en 2 secondes, mais il veut pas le faire. Il est de bonne humeur et donc du coup, il va jouer un jeu. Pourquoi aussi? Parce que le mec, bah en fait, il a bu. Il a bu. Et d'ailleurs, ça c'est marrant. Vous voyez les petits traits comme ça, comme s'il rougissait, que vous voyez en général dans les mangas pour les personnes qui sont timides, qui sont gênées ou qui sont un peu sous. Et là, évidemment, Galan est sous parce qu'il a bu de la bonne alcool. Et Myrcella pareil, donc ils se saoulent tous les deux, ils commencent à rigoler, on voit Galan avoir des expressions assez drôles je trouve, et j'adorais ça. Et ça c'est un truc que Nakaba, et je trouve ici gère très bien, c'est les antagonistes. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de mangas où les antagonistes vivent des trucs comme ça. En général, dans les mangas, les méchants, vous voyez quoi? Vous les voyez comment? Vous les voyez en train de faire des trucs de méchants. Ils tuent des gens, ils sont secrets, ils sont mystérieux, et en général, on apprend tout leur passé vers la fin quand ils sont sur le point de crever, ou au fur et à mesure. Ici, ces méchants, on n'apprend pas vraiment grand-chose de leur histoire, pourtant, on les découvre en tant que personnages. C'est-à-dire qu'on les voit interagir, ils rigolent, ils sont heureux, ils sont fâchés, ils ont plusieurs facettes de leur personnalité. Ce qui fait qu'on arrive à s'attacher un peu plus à eux. Vous voyez, Galan, c'est le mec, je crois, de tous les 10 commandements, je crois que c'est mon préféré pour l'instant. C'est un peu normal, vous allez me dire, il n'y a que lui qui a été mis en avant. Mais justement, je veux dire, si on doit me demander c'est qui le plus cool des 10 commandements, je dirais c'est Estarossa. Je pense que beaucoup diront ça aussi. Estarossa, peut-être Zeldris, allez. Mais si vous me dites qui est votre, justement, qui est votre commandement préféré, bah vous direz tous Galan.
Parce que Galan, putain, il a été mis en avant d'une telle manière, on l'a vu combattre, je vous dis. Là, on le voit rigoler, se marrer, et on le voit être amusant de temps en temps. On le voit aussi avoir... Donc, il a ce petit côté comique, terrifiant, et assez sympathique de temps en temps. Vous voyez, parce que le mec, en même temps, il a cette petite air de camaraderie, pardon, avec Myrcella. C'est des interactions qui rendent justement ce personnage très attachant. Et ça, c'est un truc que Nakaba Sensei a très bien fait. Donc, parce que là, on a 10 commandements. Si on était dans Fairy Tail, putain, mais les 10 commandements, ils tomberaient comme des mouches, et on saurait jamais que... Voilà, il serait peut-être drôle à tel ou tel moment, mais putain, on s'attacherait pas à eux, vous voyez. Et là, putain, je me sens attaché à ce Galan. J'ai limite même pas envie qu'il disparaisse, le mec. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Donc du coup, Myrcella aussi un peu mis en avant, je la trouve aussi marrante. En même temps, c'est un peu, voilà, personnage. Malheureusement, on l'a pas trop vu combattre, donc du coup, c'est un peu bof. Mais d'un autre côté, les deux personnages, je trouve, sont très très bons. Sont même très très bons. Donc je sais pas ce que vous en pensez de ce que je viens de dire, mais moi je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dessous. Bref, donc pour en revenir au chapitre, donc au final, il se saoule un peu, et il se saoule jusqu'aux aurores et même jusqu'au petit matin. Et justement, midi approche. Et dans le jeu de Galan, c'était genre, en fait, il demande donc à Escanor, en gros, Escanor, toi tu vas me taper, ensuite je te tape. Et celui qui reste debout, il gagne. Un jeu de merde, quoi. Évidemment, Galan donne une petite tape pardon, sur Escanor, qui justement tombe par terre comme vaincu et one shot, quoi. Et justement arrive midi. Et midi, vous savez c'est quoi? C'est le moment où le soleil est justement le plus haut dans le ciel. Parce qu'une fois que midi est passé, justement le soleil ne fait que tomber. Ça c'est logique. Et au moment où le soleil justement est à son point le plus culminant, la puissance d'Escanor, elle atteint aussi son paroxysme. Et Escanor donc se relève, prend son trésor sacré et là balance un putain de charisme dans la scène avec une moustache. Il n'y a pas beaucoup de personnages avec les moustaches, prends ça Vegeta, qui ont du charisme. Mais là, je veux dire, Escanor, je le vois, putain de merde, j'attendais que ça, merde quoi. Bon, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de phrases assez stylées. Quoique, vous voyez quand Galan il prend l'arme, le trésor sacré de cette sorte de hache de Escanor en disant c'est une hache mal conçue, je veux dire, le truc, la garde elle est trop petite pour une arme, pour être portée à deux mains, c'est trop petit quoi. Et là, Escanor il hache, c'est normal, c'est pas une hache censée être portée à deux mains, mais c'est une arme à une main. Et là, tu te dis, Galan il est en train de te dire c'est une arme assez lourde et c'est pas pratique. Et Escanor, lui, combat à une main avec cette merde depuis je sais pas combien de temps. Même Meliodas dans les chapitres d'Edinburgh, là, il était en train de dire que l'arme de Escanor était trop lourde limite pour lui. Putain, il n'y a que Escanor qui peut porter son arme sacrée. Bon, en tout cas, son trésor sacré donc est une sorte de hache qui est représentée avec une sorte de femme dessus, qui est donc une sorte de divinité adorée par le soleil. Le nom de son trésor sacré, je crois que c'est Ridan ou Rida, je sais pas quoi. Enfin, peu importe son nom, mais en tout cas c'était un trésor sacré lié à ça. On ne sait pas quel est exactement le pouvoir de ce trésor sacré, mais que ce soit en rapport avec la puissance du soleil, pourquoi pas, ce serait le même logique en fait. Donc le pouvoir d'Escanor, je rappelle en fait, même s'il se trouve dans une grotte, son pouvoir atteint un point culminant, je veux dire, au moment où le soleil est à son plus haut point. Il n'a pas besoin forcément d'être sous les rayons du soleil. Hein. Il ne s'est pas caché dans une cave justement pour pas être infecté du truc. Pas du tout. Parce que dans le chapitre d'Edinburgh, le mec est aussi dans un château et les lumières du soleil ne l'atteignent pas du tout. Pourtant, il arrive quand même à avoir les effets. Donc c'est indépendamment du fait qu'il reçoit des rayons du soleil qui devient fort. Voilà. Bref, du coup, j'ai hâte de voir le prochain chapitre puisqu'il s'appelle La magie de Galan. Donc forcément, j'imagine que Galan va retrouver toute sa puissance de magique à cause de l'alcool. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il va regagner toute sa puissance magique. Et donc là on va le voir full power et j'imagine que c'est à ce moment là que Galan donc va tomber malheureusement face à Escanor. Et j'imagine que Myrcella va s'enfuir et va donner un rapport ou quoi, mais en tout cas que Escanor soit là, ça déchire, ça tue. En plus tu vois Ban il est en train de stresser. Quoi il est midi, merde on est dans la merde. Bah oui il sait bien qu'Escanor va exploiter toute sa puissance. Rappelez-vous du carnage d'Edinburgh, il a atomisé le château quoi limite. Enfin soit. J'ai hâte de voir ce qui va nous sortir Escanor, ça va déchirer sa mère et ça c'est un putain de shonen. Là je viens de voir au début du chapitre 15 millions de ventes. 15 millions de copies déjà écoulées, c'est un truc de fou, ça augmente, ça continue d'augmenter, malgré une fanbase qui justement est encore assez sceptique de temps en temps. Pourtant, au niveau qualité, Nanatsu no Taizai est au rendez-vous, c'est un putain de shonen, et si vous pouvez le faire partager, faites-le partager, parce qu'en plus il arrive sur Netflix, seulement la saison 1, je sais pas quand arrive exactement la saison 2, on sait juste que c'est en 2016. Donc, prochain chapitre, Escanor va faire tomber Galan, Myrcella va certainement s'enfuir, on aura une intrigue où peut-être Ban et Escanor vont rester ensemble pendant un petit moment, ils vont s'enfuir, retrouver Taizai, parce que je veux dire en même temps, Escanor, il sait pas que Galan a pétrifié Merlin, mais imaginez ce qui va se passer à Galan quand il va l'apprendre. Imaginez un peu, putain, ça va être un massacre. Bon, je sais que King est en chemin, donc on verra comment ça se passe avec leur petit trio, parce que déjà King et Ban composent à eux deux les deux persos les plus adorés de la série. Donc si les deux restent ensemble, je pense que les fans ne seront pas gênés de suivre une intrigue séparée entre eux, du reste du groupe avec Meliodas, Merlin et tout le reste. Bref. Voilà, sur ce les gens, on se retrouve les gens pour le prochain chapitre de la Nation Taizai qui s'annonce comme titanesque. Donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous pensez de Escanor, ce que vous pensez qui va arriver. Moi je vous ai déjà dit ce que moi je pense. Bref, sur ce, ciao ciao les gens et agréable semaine à vous.